Bienvenue sur Trouver sa voie, la carte des talents. Nous sommes Alban Mas et Jean-Antoine Millet et nous avons créé la carte des talents qui est un outil inédit pour révéler sa flamme au travail ou celle de son équipe. Notre mission, c'est de permettre à 100 000 personnes de découvrir leur job idéal en entreprise, sans devoir tout plaquer ou se reconvertir. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des invités innovants qui ont trouvé des idées hors du commun pour entretenir la flamme de leurs équipes. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour ce nouvel épisode de Trouver sa voie. Un épisode enregistré en direct. Vous êtes nombreux à vous être inscrits. Merci beaucoup de votre participation. Alors, c'est le premier épisode d'une nouvelle série dans Trouver sa voie. C'est une série qui va être consacrée plutôt aux managers, dirigeants et DRH. En général, dans Trouver sa voie, ce que j'essaie de faire, c'est défricher des conseils de gestion de carrière qui sortent un peu des sentiers battus. Le fait de m'associer, de créer une nouvelle entreprise dont je vais vous reparler et de travailler des nouveaux sujets autour de l'engagement et de l'épanouissement en entreprise, eh bien, nous a donné envie de rajouter cette série qui est vraiment à destination des managers, des dirigeants, dirigeantes et des DRH pour essayer de trouver des techniques pour garder la flamme de leurs équipes. Et donc, on aura au micro maintenant de plus en plus des personnes qui interviennent pour raconter comment ils s'y sont pris pour garder la flamme de leurs équipes. Aujourd'hui donc, ce que je voulais faire, c'était partager une vision un peu novatrice, une vision que je partage avec Jean-Antoine, mon associé dans ce projet. Et cette vision, c'est que demain, on va de nouveau faire carrière en entreprise pendant 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans. C'est une vision qui va un petit peu à l'opposé de ce qu'on entend aujourd'hui, mais cette vision, on y croit et on la défend et on y travaille. Et avant même d'aller dans le détail de pourquoi, comment c'était avant, comment ce sera demain, comment nous voyons les choses, je voulais déjà amener un petit peu la réponse de pourquoi est-ce qu'on pense que l'avenir sera de rester 20 ans dans une même entreprise. Pour nous, il y a 2 raisons. La première raison, c'est parce que l'entreprise elle-même aura trouvé le moyen de nous faire vivre une expérience individualisée, une expérience sur mesure. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se mettre en place petit à petit, mais quand même, grosso modo, les cultures d'entreprise, les parcours en entreprise sont plutôt faits sur des matrices globales. La gestion des emplois et des compétences, même si on essaie d'individualiser les choses, c'est plutôt fait sur des matrices globales. Nous pensons que demain, l'entreprise aura trouvé moyen de faire vivre une expérience sur mesure et unique à chaque collaborateur. Premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est côté plutôt salarié. Ce que nous pensons, ce que nous croyons, c'est que demain, on n'aura plus besoin de quitter sa boîte pour vivre la vie qu'on rêve de vivre. On n'aura plus besoin de se reconvertir, on n'aura plus besoin d'entreprendre. On pourra rester salarié et viser un épanouissement maximal dans notre entreprise et dans notre vie personnelle, bien sûr. Donc ça, c'est un peu la réponse vite fait à la question. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était prendre le temps de détailler pourquoi est-ce qu'on croit dans cette vision, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est ce qui va se passer et comment nous, on veut contribuer à cette vision-là. La première étape, donc, ce serait de se demander comment c'était avant. Autrefois, c'était comment. Et là, j'ai envie de vous proposer de revenir sur ce temps qui est pas si ancien, mais qui commence à dater un peu, où les gens faisaient carrière. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ici pourquoi à l'époque on faisait carrière. On parle plutôt de nos grands-parents, parce que je pense que la génération des personnes qui aujourd'hui ont entre 50 et 65 ans, c'est encore une autre histoire que les personnes qui ont aujourd'hui 80, 90 ans. Et donc, quand on parle de nos grands-parents, en tout cas quand je parle des miens, ce dont je parle, ce sont les 30 glorieuses. Donc, premier élément de réponse, c'est le contexte en fait de l'époque. Donc, les 30 glorieuses, 1945-1973, on est dans une sortie de guerre et en France, comme dans pas mal d'endroits, on recherche de la stabilité économique. La stabilité est valorisée. Il y a besoin de reconstruction, il y a besoin d'une croissance durable, ce qui fait que ce contexte encourage des carrières plus longues. En parallèle, les entreprises offrent des emplois sûrs, avec en plus souvent des avantages sociaux qui amènent de la stabilité. La possibilité d'acheter sa résidence principale, une mutuelle, ce sont les premières mutuelles, et aussi la possibilité d'avoir une retraite conséquente. Ou en tout cas, la garantie d'avoir une retraite si on travaille bien. Donc ce contexte-là a joué un petit peu dans la balance. Deuxième élément de réponse sur comment c'était avant. Bien avant, il y avait des opportunités de progression en entreprise. Les entreprises proposaient régulièrement des promotions, des augmentations,
Et donc, les salaires et les parcours évoluaient aussi vite ou plus vite que l'inflation. Et donc, faire carrière, ça voulait dire en général être à peu près certain qu'on va s'y retrouver financièrement et qu'on va pas se faire rattraper par l'inflation. Parce que système de promotion, système d'augmentation au mérite ou pas, et que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé, il y avait une sorte de garantie que si je reste dans mon cursus actuel, dans ma carrière, je vais pouvoir monter. À l'époque, d'ailleurs, on montait plutôt verticalement que horizontalement. Des entreprises, à l'époque, donc, favorisent plutôt la promotion interne. On va pas forcément aller chercher des personnes à tout va à l'externe pour les faire rentrer avec des plus hauts salaires. On va plutôt essayer de faire monter les équipes, de les faire monter en compétences et de les faire grandir. Donc, ça donne concrètement à des employés une vision à peu près claire de l'évolution de carrière qu'ils peuvent espérer dans une entreprise X ou Y. Donc, c'était le deuxième point qui était les opportunités de progression. Le troisième point sur comment c'était avant, ce sont les valeurs culturelles. Et celles-ci, elles ont bien changé. À l'époque, la loyauté et le respect de l'autorité, c'était des normes sociales importantes. On ne voit pas les choses de la même façon aujourd'hui, mais nos grands-parents et puis les générations d'avant avaient tendance à avoir une certaine fierté dans le fait d'être loyal et de rester longtemps pour une cause qui les dépasse un petit peu. Et donc surtout par rapport à l'autorité d'une boîte, le patron ou la patronne, c'était déjà une figure d'autorité. De plus, la carrière en entreprise était plutôt vue comme un symbole de réussite et de respectabilité. Monter les échelons, ça voulait dire quelque chose. C'est un peu un autre temps. Et puis, dernier élément de réponse que j'ai identifié en tout cas, mais n'hésitez pas à commenter et à réagir bien sûr. Dernier élément de réponse que j'ai identifié sur pourquoi avant on faisait carrière, eh bien, le monde était beaucoup moins connecté. Il y avait beaucoup moins de possibilités et la mobilité géographique, elle était quasi inexistante. En tout cas, elle était beaucoup plus limitée. Donc, on avait un accès à des offres beaucoup moins variées. Et quand on vivait dans une ville taille moyenne, on n'avait pas 36 000 options que de rester dans l'entreprise où on était. Donc, on avait une vision plus locale du travail, déjà parce qu'on ne pouvait pas faire de télétravail, et en plus parce qu'on avait un accès à des offres beaucoup plus limitées. Aujourd'hui, on a un accès à des offres qui sont aux quatre coins du monde et on peut travailler un peu pour une boîte qui est aux quatre coins du monde. Mais je vais revenir sur comment c'est aujourd'hui. En tout cas, ce premier chapitre, c'était de revenir sur comment c'était avant et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, pendant une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, les gens ont fait carrière et ont dédié leur vie à une entreprise et qu'ils y trouvaient leur compte. Je dis pas que tout le monde était heureux, mais je pense que si les gens faisaient ça, c'est parce que c'était un paradigme qui fonctionnait pour eux à l'époque. Il est temps de regarder comment c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Et notamment, quand je parle d'aujourd'hui, je parle l'époque que nous vivons et notamment depuis à peu près 2008, depuis la crise de 2008. Aujourd'hui, on est dans une ère complètement différente. On est dans une ère de flexibilité extrême et dans une ère plutôt d'individualisation, pour ne pas dire d'individualisme, sans dire si c'est bien ou mal, mais aujourd'hui, on est plutôt dans un fonctionnement très individuel et très flexible. Et on a donc un cadre de travail qui s'est un peu américanisé, en fait, qui est beaucoup plus libéral. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on fait un peu un diagnostic de comment c'est aujourd'hui, en tout cas l'époque dans laquelle on est et la phase qu'on a vécue ces dernières années et qui, pour nous, est en train de se terminer, en fait. Cette phase-là, c'est quoi? C'est d'abord le déclin des structures traditionnelles. Les grosses entreprises n'attirent plus, elles font moins rêver. Aujourd'hui, une carrière dans une boîte corporate, même si ça revient, et on va expliquer pourquoi ça revient, mais c'est quelque chose qui n'est plus autant valorisé qu'il y a 20 ou 30 ans. Le CDI, qui était vu comme le Saint Graal, qui permettait d'emprunter, qui permettait de se projeter, etc. Aujourd'hui, il est souvent vu beaucoup plus comme une prison que comme une opportunité. Enfin, ça rime pas très bien avec la flexibilité, le CDI. On a de plus en plus de contrats courts ou de contrats à temps partagé. Et on a aussi, évidemment, un événement assez important, et on n'en est pas encore à la fin, je pense, là-dessus, mais on est déjà dans quelque chose qui est bien entamé, l'avènement du solopreneuriat, du freelancing, du slashing. Pour ceux qui connaissent pas la définition, je pense que tout le monde la connaît ici sur LinkedIn, mais au cas où, slasher, ça veut juste dire avoir plusieurs activités à la fois, de dire je fais ci, je fais ça et je fais aussi ça, et j'ai une carrière qu'on va dire portefeuille. Bref, le soloprenariat, le statut de freelance, le slashing, etc. Tout ça, ça remplace peu à peu le salariat. Donc, première chose qui reflète notre époque d'aujourd'hui, cette époque qui est en train de prendre fin, de mon point de vue, c'est donc un déclin des structures traditionnelles.
Je vais pas reprendre tout dans le détail, mais le dernier point de ce chapitre-là, c'est tout simplement le système de retraite qui aujourd'hui prend un peu l'eau de partout. Le chômage aussi commence à souffrir un petit peu. Et donc, on voit bien que notre système de retraite, il n'inspire plus tout à fait confiance. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et on est nombreux à penser, en tout cas c'est mon cas, que grosso modo, il y aura rien à la clé et que du coup, il faut se débrouiller. Mais on ne sait pas trop comment. Bref, on a un déclin des structures traditionnelles. Deuxième point sur la période actuelle, c'est l'hyperflexibilité. Nous sommes donc, a priori, dans une ère où les frontières géographiques ont disparu. On peut très bien travailler à l'autre bout du monde. On peut très bien travailler depuis chez soi pour une boîte qui est à l'autre bout du monde. Donc, il y a une flexibilité géographique, évidemment, notamment depuis le Covid. On va retrouver également une flexibilité sur les postes. C'est-à-dire qu'on va changer très rapidement d'entreprise et il arrive même aujourd'hui de dire qu'à peine commencer un boulot, en fait, pour finir, on se désengage parce qu'on a trouvé mieux. Donc, on va, pour finir, aller faire un autre job que celui pour lequel on vient de signer. Aujourd'hui, on est donc dans une grande flexibilité. Et on a aussi une flexibilité sur les modes de travail. On est beaucoup plus transversal, beaucoup plus en mode projet. Et donc, cette flexibilité, on la retrouve à pas mal de niveaux. Et on la retrouve aussi, évidemment, côté entreprise. Parce que même si aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui nous disent « je n'arrive pas à fédérer, je n'arrive pas à garder mes talents, j'arrive pas à recruter », on a quand même vécu une bonne trentaine d'années là où les entreprises disaient « personne n'est irremplaçable ». Donc cette flexibilité, elle avait l'air de faire un peu la joie de tout le monde, de dire de toute façon ça va, ça vient, le boulot ça se prend, ça se jette, un collaborateur il vient, il part, etc. Bon. Donc on est dans une ère plutôt flexible et une ère dans laquelle les structures traditionnelles ont un peu perdu de leur superbe. On est aussi dans une ère d'hyper-compétition avec une très forte culture du résultat. Aujourd'hui, et depuis quelques années, la performance est capitale. Mais là, en 2024, c'est encore plus vrai qu'il y a 10 ou 20 ans, je pense. La performance, on la regarde à tous les niveaux. Il faut rester à la page pour pas se faire remplacer. En termes de compétences, de connaissances, de formation, ça va super vite et à peine formé à une nouvelle technique, on est déjà presque un peu has-been parce que la suivante arrive. Et on a toujours un peu cette constante impression de se faire dépasser par l'évolution et que c'est devenu très compétitif, même en termes de connaissances et de compétences. Et évidemment, là, je parle même pas de l'IA qui est en train de changer aussi un peu le truc et en se disant que nos métiers sont en train d'être complètement réinventés. Mais je vais pas ouvrir ce chapitre-là parce que je pense que d'autres le font bien mieux que moi. Donc, on est dans une culture d'hyper résultats, d'hyper compétition. Il y a des secteurs qui explosent du jour au lendemain, des secteurs qui sombrent en quelques mois alors qu'ils avaient le vent en poupe. On est dans une culture où chaque euro compte. Tout doit être héroïste, que ce soit dans un investissement immobilier, que ce soit dans une stratégie marketing, que ce soit dans de la construction, que ce soit dans un projet de génie civil, que ce soit dans un projet de lancement d'un ERP ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on fait doit être extrêmement héroïste parce qu'aujourd'hui, chaque euro compte. Donc, on fait des projets d'envergure toujours, mais chaque euro compte. On est vraiment dans une culture du résultat. Et si on dépasse un peu l'échelle de l'entreprise, c'est aussi vrai dans notre vision politique et dans la façon dont notre pays est géré, où la dette prend de plus en plus de place, on n'arrête pas de parler d'économie de plus en plus. Et en fait, de partout, on est un peu pressurisé aujourd'hui sur cette culture du résultat. Ce qui n'est pas forcément mal, ni bien, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pour moi la situation actuelle. Dernier point sur comment c'est aujourd'hui, eh bien, la réalisation de soi, en termes de culture, la réalisation de soi est devenue une priorité bien au-dessus de la loyauté en entreprise. La recherche d'un équilibre vie pro, vie perso. Cette sorte de diktat qu'on devrait tous adorer notre boulot tout en gagnant 10 000 euros par mois et très focus sur ce qu'on va faire de nous-mêmes de notre vie, etc. Et je sais que je contribue un peu à ce diktat avec ce podcast, hein, donc je le dis très modestement. Mais en tout cas, culturellement, ça a changé. La loyauté n'est plus tout à fait valorisée. Ce qui est valorisé, c'est la réalisation de soi. Et par exemple aussi la création de revenus passifs. Hein. C'est vraiment comment est-ce que je me débrouille dans cette jungle actuelle pour me réaliser et pour gagner beaucoup d'argent de façon passive et pour être vraiment indépendant à tout niveau. Voilà un peu la situation, en tout cas dans laquelle moi j'ai construit ma carrière. Je pense que c'est pareil pour vous. C'est le paradigme, j'ai l'impression, d'aujourd'hui. Et je pense que ce mode de fonctionnement, il commence à toucher ses limites. Il touche ses limites pour plusieurs raisons. Notamment une première raison qui est celle de la précarité. C'est que cette extrême liberté, au final, je ne sais pas si elle crée de la valeur. J'ai parfois l'impression qu'elle en détruit plus qu'elle en crée. Et on va revenir dessus, bien sûr. C'est l'objectif.
Donc, troisième chapitre maintenant, et ce sera le dernier chapitre, c'est « Et demain ?» Demain, ce sera comment? Quelle est cette nouvelle vision qui dit que demain, on restera 20 ans dans une même boîte? Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Je vais essayer de justifier, d'argumenter pour étayer cette théorie. Et cette théorie, elle s'appelle du sweet staying. Ce que nous pensons avec Jean-Antoine, c'est que nous entrons dans une ère qu'on pourrait appeler de sweet staying. Alors, il faut que je définisse un peu ce que c'est que le sweet staying. C'est un mode de management qui s'adapte à chaque collaborateur et qui lui permet de réussir sa vie tout en restant longtemps dans une entreprise. C'est l'inverse du quiet quitting, en fait, tout simplement. Et donc, quand on parle de sweet staying, on parle de faire en sorte que les gens n'aient aucune raison d'aller chercher ailleurs pour atteindre leur plein potentiel et pour être épanouis. Ce que j'appelle chercher ailleurs, c'est tout plaquer et faire un tour du monde le temps de se remettre en question. Se reconvertir et se lancer dans un boulot paramédical parce qu'on en a toujours rêvé en quittant son boulot. C'est se mettre dans une situation au fond un peu précaire parce qu'on cherche du sens, parce qu'on veut, parce qu'on voit bien que notre trajectoire dans la boîte, elle a atteint ses limites, qu'on en a marre, qu'on trouve plus de sens, et donc du coup, on va se mettre potentiellement un peu à risque pour aller chercher ce sens, chercher cette stimulation, chercher cet épanouissement. Et le prix à payer pour ça, c'est la rupture conventionnelle en gros. C'est de tout plaquer et d'essayer de trouver des moyens ensuite de rebondir. Mais ça, ce qu'on pense nous, c'est que le sweet staying permettra de faire l'un et l'autre. Que demain, un collaborateur, qu'un collaborateur restera tout simplement parce qu'il n'aura pas de raison de partir, qu'il pourra réussir sa vie tout en restant salarié. En résumé, on pense que le sweet staying, donc, c'est le paradigme de demain, parce qu'il va combiner à la fois les forces des époques précédentes, à savoir de la stabilité et de la sécurité, et plein d'autres choses, et combiner les attentes de notre époque actuelle, c'est-à-dire réussir sa vie en fait, se réaliser. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'on croit à nous dans cette nouvelle vision-là? Si je reprends les raisons qui faisaient que nos grands-parents ont passé 20 ans dans leur boîte, ou 30 ans, je vais reprendre les mêmes raisons et je vais essayer de les appliquer à notre époque à nous. La première raison, c'est le contexte, notamment depuis 2008, mais encore plus depuis quelques années. Le monde, il est redevenu instable. On a de nouveau besoin de sécurité. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. On a une perte de vitesse d'un point de vue géopolitique de la France et de l'Europe. On voit bien qu'on ne présente plus grand-chose dans l'échiquier mondial et on voit bien que les BRICS, les pays asiatiques, les États-Unis sont en train de nous envoyer le message que notre grandeur est un peu derrière nous. Donc, on sent bien aujourd'hui que on va dans une trajectoire qui n'est pas forcément ascendante. Et ça peut créer un petit stress quand même. Le contexte aussi, c'est un contexte quand même assez tendu. Je pense que c'est pas un scoop de le dire. D'un point de vue social, en France, on voit bien que la France se polarise. Et puis aussi d'un point de vue géopolitique, de nouveau, on voit bien quand même que le contexte géopolitique, notamment les guerres qui ont lieu un peu partout dans le monde en ce moment, nous amène un peu de tension. Et je pense que ça joue sur notre vision de notre travail aussi. Le contexte aussi, c'est une retraite et un chômage qui risquent de pas aller en s'améliorant. Donc tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'au fond, on n'est pas dans de l'après-guerre, mais on a de nouveau probablement besoin d'un peu plus de sécurité dans notre vie et d'un peu plus de stabilité dans notre vie. Et donc, si je fais le parallèle avec les entreprises et le concept du sweet staying, une entreprise qui est capable d'apporter de la stabilité, je pense qu'elle sera capable d'attirer de nouveau et de fidéliser de nouveau. Mais évidemment, ce sera pas les mêmes techniques de fidélisation que celles des 30 Glorieuses. Ce sera pas en faisant une prison dorée qu'on va fidéliser les gens. Ce sera pas en étant ultra patriarcal ou paternaliste et en surveillant tout ce qui se passe qu'on va fidéliser les gens. Et ce sera pas avec des primes qu'on va fidéliser les gens. Mais n'empêche qu'une entreprise qui va comprendre ça, qui va comprendre qu'on a besoin de stabilité de nouveau et qui pourra offrir cette stabilité tout en offrant de l'épanouissement, moi je pense qu'elle nous permettra de s'y projeter longtemps. Deuxième argument en faveur du sweet staying et deuxième comparaison avec l'époque de nos grands-parents, ce qui les faisait rester, eux, c'était notamment les opportunités de progression. On vient d'en parler avant. L'impression que si tu restes dans ton boulot, dans ta carrière, dans ton entreprise, ton salaire va monter et tu vas pouvoir te construire. Aujourd'hui, on commence vraiment à voir les limites du freelancing et de l'hyper-indépendance.
la grande liberté qu'on s'offre avec la grande démission, avec le statut de freelance, avec l'auto-entrepreneuriat et tout, c'est super, je remets pas ça en question, mais on voit bien les limites. Au final, c'est assez précaire parce qu'il faut aller chercher son chiffre en permanence. Et on se retrouve vite assez essoufflé parce que être tout seul pour mener sa propre barque, c'est fatigant et ça ne laisse en général pas le temps de se former parce que on est pressurisé, il faut faire son chiffre. Quelqu'un qui va se lancer, moi c'est ce que je vois avec mes clients, quelqu'un qui va se lancer dans la naturopathie, la sophrologie, même, enfin peu importe la discipline d'ailleurs, du développement web ou autre, eh bien dès que tu es à ton compte ou le coaching, dès que tu es à ton compte et que tu n'as plus ton chômage, il faut bien faire ton chiffre. Donc toute ton énergie, tu la mets sur le commercial et sur la production et tu as beaucoup moins le temps de monter en compétences, de lire, de te former et de développer en fait ta valeur personnelle parce que tu es devenu un peu ouvrier de toi-même, quoi. Tu te retrouves à charbonner parce que le statut freelancing, il fait charbonner. Donc les opportunités de progression, elles sont assez limitées en fait dans cette grande liberté qu'on a voulu s'offrir. Deuxième aspect sur ces opportunités de progression, c'est la reconversion. La reconversion qui est très à la mode depuis quelques années. Si tu écoutes Trouver sa voie, tu sais ce que je pense de la reconversion, que c'est parfois nécessaire, parfois souhaitable, mais que bien souvent, ça fait repartir de zéro à chaque fois. C'est donc, d'un point de vue rémunération et compétences, un redémarrage from scratch qui est à la fois coûteux, énergivore et qui met du temps avant de monter. Donc, je remets pas en question le fait d'explorer d'autres voies, mais ce que je dis, c'est que, a priori, une façon de progresser qui sera plus proche de l'évolution que de la révolution, demain, cette façon de progresser a de beaux jours devant elle, je pense. Autre aspect, notre liberté d'être beaucoup à notre compte et de zapper d'une boîte à l'autre et autres, eh bien, ça crée quand même des conditions où on va toujours être un peu ras des pâquerettes. On va essayer d'être à l'économie un peu partout. Il n'y a pas beaucoup de freelances qui ont une bonne mutuelle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une carrière en portefeuille qui ont une bonne prévoyance. Et sans parler de l'épargne à long terme, de l'intéressement, etc. Donc, une fois de plus, mon message, c'est pas dire que le freelancing, c'est pas bien et que le salariat, c'est bien. C'est juste de dire que cette grande liberté après laquelle on a tant couru et qu'on s'est offerte, bah, une fois passé les 2 ans de chômage, elle est quand même pas si simple. Et puis, dernier point, c'est que le travail ne suffit plus toujours à combler l'inflation. Et là, c'est plutôt dans l'immobilier que ça se ressent. Il y a pas mal de jobs où ça va pas forcément être simple au final de boucler les fins de mois. Et donc, une boîte qui demain sera capable de dire, si tu viens chez moi, je te donnerai la possibilité de grandir intellectuellement et de devenir qui tu veux devenir. Mais aussi, tu peux avoir à peu près la garantie que si tu restes longtemps, ton salaire va être indexé sur l'inflation. Eh bien, tout ça, ça peut participer, je pense, à une évolution vers, de nouveau, un fonctionnement plus carriériste. Dernier point qui était sur la culture, euh, aujourd'hui, l'envie de réussir sa vie, de trouver du sens. C'est ça qui fait souvent qu'on va quitter sa boîte et qu'on va zapper un peu de boîte en boîte. Plus j'accompagne les gens, plus je m'aperçois que le sens au travail, c'est une affaire individuelle. On a naturellement tendance à vouloir sous-traiter le sens au travail, sous-traiter à un métier en se disant, bah, sûrement que si je suis kiné ou si je suis EduxP, ça aura plus de sens que si je fais de la finance ou si je fais du marketing ou si je fais de la data ou si je suis commercial. Sauf que les métiers n'ont pas intrinsèquement de sens. Ça, je m'en aperçois. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vont trouver du sens dans un métier qui pourtant en soi n'est pas censé en avoir, j'ai envie de dire, et d'autres personnes qui vont trouver aucun sens dans un boulot associatif ou un boulot social et autres. Pourquoi? Parce que les facteurs de sens au travail sont personnels, très personnels. Et on peut pas du coup plaquer ça sur un métier ou sur une carrière en disant ça a du sens, ça en a pas. Et c'est pareil sur les entreprises. On a tendance à se dire, bah tiens, aujourd'hui je veux bosser dans une entreprise à mission, je veux bosser dans une association, parce que là il y aura forcément plus de sens. Moi ce que j'observe, c'est que pas forcément. Trouver du sens, c'est bien se connaître et savoir qu'est-ce qui fait sens pour nous. Et c'est là que toutes les boîtes, toutes les structures et tous les métiers peuvent donner du sens. Il est donc temps que j'essaye de définir qu'est-ce que c'est qu'un super job, un dream job, un boulot qui nous donne de l'épanouissement au travail. Parce que c'est ça, au fond, le sweet staying. C'est de pouvoir réussir à être heureux au boulot et se dire, là, je suis un peu dans le milieu de mon ikigai. Je suis dans le sweet spot. Je suis dans un boulot qui m'épanouit et qui coche à peu près toutes les cases. Ma définition, notre définition, avec Jean-Antoine, avec qui on a créé Sweet Stay, cette définition, elle est assez simple. L'épanouissement au travail, le dream job, pour nous, c'est d'être payé
à être soi-même. Donc c'est un peu simpliste dit comme ça. Mais être payé à être soi-même, c'est être payé à faire ce que je ferais même si je n'avais plus besoin de travailler. Ça peut paraître un peu idéaliste, mais on va voir qu'il y a quand même pas mal de critères précis sur lesquels on peut travailler autour de cette définition. Et je vais y revenir. Et c'est en ça que l'entreprise de demain peut nous offrir une individualisation des parcours, pour essayer de nous aider à être nous-mêmes au boulot, et c'est-à-dire d'adapter chaque poste à chaque personne, chaque expérience collaborateur à chaque collaborateur, et pouvoir donc être épanoui longtemps. Mais pour ça, il faut des outils, et pour ça, il faut une certaine connaissance de soi. En fait, ce qu'on pense, nous, c'est que l'entreprise de demain va pouvoir offrir des choses à court terme. Donc ça, on parle vraiment de maintenant. Qu'est-ce qui est possible à faire tout de suite? Et puis, l'entreprise pourra offrir aussi des choses à long terme, qui vont être plus difficiles à mettre en place, mais qui un jour feront un nouveau paradigme, ce fameux sweet staying. L'entreprise de demain à court terme, ce qu'elle peut offrir, c'est déjà d'aider ses collaborateurs à bien se connaître, que chaque personne prenne conscience de ses propres facteurs d'épanouissement qui lui sont donc individuels. Et ça, c'est pas si compliqué à faire. Et ensuite, ce que l'entreprise peut faire dès aujourd'hui également, c'est partager à chaque manager ces fameux éléments de chaque membre de l'équipe pour que chaque personne puisse à la fois mieux se connaître et puisse avoir des discussions plus intéressantes et plus intelligentes avec son ou sa N+1, parce que chaque personne est unique. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui fait rester dans une équipe aujourd'hui ou ce qui fait partir, c'est très souvent le manager. Bien plus encore que la culture globale de la boîte. Et donc, équiper le manager avec une connaissance de chaque personne de son équipe, c'est déjà le premier étage de la fusée dans le sweet staying. Et équiper un collaborateur d'un peu plus de clairvoyance sur ses propres critères, ça aussi, c'est un premier étage de la fusée. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas trop compliqué à faire. Et nous, on a développé un outil pour le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a plein de gens qui œuvrent sur ce sujet-là. Et je serais content de les entendre d'ailleurs et de les inviter au micro. Mais quand on parle de semaines de 4 jours, d'entreprises qui vont mettre le paquet sur tel ou tel pôle de la vie perso en disant voilà, si tu veux aider un proche, on a créé tel dispositif, si tu veux mettre tes enfants dans une crèche interne. Tout ça, ça participe un peu au sweet staying. Ce sont un peu les premiers étages de la fusée. Mais il y a aussi une vision un peu plus long terme. Celle-ci, elle est un peu plus idéaliste. Et je pense qu'elle va plutôt mettre 5, 10, 15 ou 20 ans à se mettre en place. Mais je suis sûr que dans 20 ans, n'importe quelle boîte normalement configurée et normalement gérée et un brin dans l'air du temps pourra offrir ça. Et ça, c'est quoi? Eh ben, ce sera du sweet staying, à savoir proposer une expérience vraiment individuelle qui fait que un collaborateur n'a plus besoin de quitter son job pour élever ses enfants. Il peut très bien faire les deux à la fois. Pour pousser un intérêt perso à très haut niveau, courir faire des compétitions sportives à très haut niveau. Pas besoin de tout plaquer. Pour aller développer un hobby à très haut niveau. Plus besoin de tout plaquer. Pourquoi pas aussi avoir une activité parallèle, un petit side business ou une activité de coaching ou d'enseignement, ou faire des conférences ou organiser des ateliers, ou faire quoi que ce soit. Il y aura plus forcément besoin de se contorsionner pour faire semblant qu'on le fait pas et devoir le cacher à sa boîte, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ou de faire une rupture conventionnelle et de croiser les doigts pour essayer d'en vivre demain. Je pense qu'on pourra faire l'un et l'autre, parce que tout le monde aura à y gagner en fait. Je pense aussi que la boîte de demain pourra accepter que quelqu'un travaille à temps partagé, avec beaucoup plus de facilité. Quelqu'un qui veut faire un tour du monde parce qu'il a juste besoin de le faire ou envie de le faire ou prendre du temps pour lui ou pour elle et vivre un truc unique, je crois aussi que c'est quelque chose, ce genre de césure, ça existe déjà, mais je pense que ça va se démocratiser demain. Dire, bah, après tout, fais ton truc et puis reviens. Ce serait trop bête de tout gâcher. On a besoin de toi, t'as besoin de nous. Ce serait trop bête de tout gâcher. Reprendre des études. Peut-être que demain, il y aura plus besoin de tout plaquer pour reprendre des études. Ou pour s'engager dans un projet associatif un peu ambitieux. Ou pour prendre soin d'un proche en tant que aidant. Ou même pour expérimenter temporairement un autre métier. Voilà. C'est quelque chose qui est en train d'arriver, hein. Ça existe déjà dans certaines boîtes. Mais je pense vraiment que demain, il sera possible donc de se dire, bah, j'ai mon boulot, j'ai ma carrière. Il y a une sorte de rapport gagnant-gagnant avec un engagement des deux côtés. Du côté de l'entreprise, ce que je gagne, c'est une certaine stabilité et une certaine adaptabilité des choses pour que je puisse être moi-même. Et puis une certaine montée en compétences. Et puis de mon côté,
je donne à l'entreprise un peu plus d'infos sur moi pour qu'elle puisse aussi m'aider à réussir ma vie, en fait, que j'ai plus besoin de cloisonner les deux et que tout ça, ça puisse se faire en bonne intelligence. C'est ça le sweet staying et ce sont ça toutes les raisons pour lesquelles euh, nous pensons que demain, il sera de nouveau à la fois possible, mais également souhaitable de rester 20 ans dans une boîte. Alors, on en est un peu loin, mais il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Et pour présenter un peu plus Sweet Stay et l'idée que nous avons eue avec Jean-Antoine, le constat qu'on a fait, c'est que pour tout ça, c'est bien. Nous y croyons, de nombreuses entreprises y croient, mais comment on fait quand on se connaît pas déjà? C'est un peu comme vouloir aller d'un point A à un point B, mais on sait même pas sur la carte où se situe le point A. On sait pas où on est. Et c'est pour ça que de nombreuses personnes, quand leur manager ou leur DRH leur dit, en fait, comment tu te vois évoluer, comment tu te vois chez nous, qu'est-ce qui compte? En général, on reste sans voix parce qu'on se connaît pas. Et donc, je reviens ici, un peu en conclusion de cet épisode, sur cette description d'un job idéal, d'être payé à être soi-même. Concrètement, c'est quoi? Eh bien, ce qu'on pense avec Jean-Antoine, nous, c'est que être payé à être soi-même, en fait, c'est faire des choses qu'on fait naturellement bien. Se retrouver avec 80% de sa to-do list quotidienne qui est plutôt dans notre zone de puissance, notre zone de confort, et où on va solliciter des compétences innées. Deuxième point, c'est d'essayer aussi de minimiser l'utilisation de toutes les compétences qui nous crament de l'énergie. Il y a des choses qu'on sait faire, sauf que pour y arriver, ça nous demande une énergie de dingue. Et c'est ça qui peut nous conduire, en plus d'une charge de travail bien sûr, mais c'est ça qui peut nous conduire au bore-out ou au burn-out aussi. C'est ce qu'on appelle la zone d'effort. Troisième euh, pôle, en fait, pour décrire ce job idéal, d'être payé à être soi-même, c'est donc de faire des choses qu'on fait naturellement bien, en évitant les écueils de ce qui nous crame de l'énergie. Et donc, le troisième point, c'est en travaillant dans un environnement où je peux être moi-même. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, on le voit souvent avec nos clients en accompagnement de coaching, des gens qui, au final, font le bon job dans la bonne équipe, mais c'est juste l'environnement qui s'est un petit peu c'est juste un environnement qui s'est un peu dégradé ou des contreparties qu'il n'y a plus. Et en fait, le quoi va très bien, mais le comment ne permet pas à la personne d'être elle-même. Et donc, du coup, on envisage de tout plaquer parce qu'on ne peut plus être nous-mêmes au boulot. Donc ça, c'est le troisième point. C'est bien de faire ce qu'on fait bien. C'est bien d'éviter de faire ce qu'on fait moins bien, mais c'est aussi super important de le faire sur un mode de travail qui nous est naturel. Et donc ça, c'est le troisième pôle. Et le dernier, ce sont les contreparties, le sens au travail. Pourquoi est-ce que j'ai une raison de me lever le matin? Et là, c'est pas pareil pour quelqu'un pour qui la rémunération prime. Ça sert à rien de lui parler d'impact social. Quelqu'un qui veut de l'influence et être important dans l'équipe, c'est pas pareil que quelqu'un qui veut du feedback et de la bienveillance, etc. Euh, et donc avec ces quatre éléments-là, les compétences innées, les zones d'effort, le mode de travail adapté et les facteurs de sens au travail, on pourrait rajouter d'ailleurs le désir de progression, comment je me vois évoluer. Est-ce que je me vois évoluer vers de l'expertise ou plutôt vers quelque chose d'un peu plus polyvalent? Quels sont mes désirs d'évolution? Quand on mélange tout ça, bah on a déjà une cartographie assez précise pour chaque individu de qu'est-ce qui alimente sa flamme au travail et qu'est-ce qui étouffe sa flamme au travail. Et donc, on a des premières étapes de sweet staying qui sont assez faciles à mettre en œuvre derrière par le N+1 ou par la N+1. Nous, on croit là-dedans et c'est pour ça qu'on a développé un outil qui s'appelle la carte des talents qui sert à livrer sur un plateau ces 4 ou 5 critères-là, enfin ces 5 critères pour être précis, et de le livrer à la fois au collaborateur et à son boss ou à sa boss. Donc je m'arrête là parce que je vois qu'il y a un petit peu de commentaires et le but c'était pas de faire une promotion de la carte des talents, mais de partager cette vision-là que nous avons, de lancer un peu le débat. Mais en tout cas, si ça vous dit de la tester, aujourd'hui, nous on le propose à tous les managers, dirigeants et DRH de tester cette carte des talents gratuitement pour eux. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà plus de 30 minutes que je tiens le micro. Mais voilà, je suis heureux de vous avoir partagé cette vision. N'hésitez pas à continuer le débat. En fait, l'objectif, c'est aussi d'avoir votre vision à vous, que sur ce feed LinkedIn, vous puissiez réagir, poser des hypothèses, des coups de gueule, des retours d'expérience, des visions aussi ou des bonnes pratiques qui existent. Le but, c'était un peu de lancer cette discussion autour du sweet staying. Et de toute façon, a priori, tous les 15 jours, on devrait en reparler parce qu'on va explorer maintenant tout ça. Et on va essayer de donner la parole à des invités qui contribuent à cette vision-là du sweet staying.
Donc si cette vision vous parle et si vous y croyez et si vous pensez que ça peut être pertinent que le monde aille dans ce sens-là, si vous êtes comme nous là-dessus, n'hésitez pas à en discuter avec nous. On sera toujours heureux d'en débattre. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci d'avoir participé à cette discussion. Et puis, je vous souhaite à tous une très, très belle semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager ou nous laisser un commentaire. Votre soutien compte beaucoup. Et si vous êtes manager, nous vous offrons de tester votre carte des talents, gratuitement. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt!